la spiritualité n'est pas détachée de la religion. La religion, je dirais que ça fait partie de la spiritualité. Si tu n'es pas heureux, concrètement, t'es pas aligné. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, même au fond de toi, tu sens que ça va pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche. 90% des gens que je rencontre, ils sont dans une vie qui n'aiment pas. L'énergie sexuelle, c'est cette énergie qui nous anime au quotidien, ce désir. Même si on le voit comme quelque chose de sexuel, c'est notre essence d'être. C'est cette partie de nous qui a envie d'accomplir, qui veut faire quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue sur Ouch. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une entrepreneuse. Elle est âgée de 26 ans. Elle est chef d'entreprise dans le domaine du service et de l'accompagnement. C'est une personne multipotentielle assumée. Elle est ancienne joueuse nationale de basketball, athlète. Elle fait du trekking, du motocross, du functional training, de l'escalade et elle est aussi ancienne présentatrice TV. C'est une entrepreneuse très intéressante et on a envie de vous partager son histoire aujourd'hui sur Ouch et pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut nous emmener. Elle est également dans tout ce qui est coaching et elle va nous faire découvrir le domaine de la spiritualité, des énergies sexuelles, de tout ce qui est chakra. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Danielle Ndjiamalal de DA Coaching Vie Alignée. Bonjour Danielle. Bonjour Fencha et bienvenue à tous dans l'émission Oucha. C'est Danielle Ndjiamalal. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon histoire de spiritualité et d'entrepreneuriat. Danielle, avant de parler d'éveil et de spiritualité, parce qu'on te connaît sur ta page comme Danielle Vie Alignée, qu'est-ce que tu étais exactement et comment tu en es arrivé là aujourd'hui? J'ai fait beaucoup de choses avant. DA Coaching Vie Alignée était né en 2022 suite à de nombreux événements dans ma vie. Avant, j'étais déjà dans tout ce qui est coaching, accompagnement, l'entrepreneuriat en général. Mais quelque chose m'a éveillée, si je peux dire ça comme ça. Et je me suis rendu compte que dans cette vie, on est né pour suivre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pas tout simplement à faire ce que nos parents nous ont dit ou que ce que l'école nous en dit ou que ce que la société nous force de faire. Et du coup, je me suis rendu compte à cette période-là que toute personne a ce truc en lui qui lui fait vibrer tout simplement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé DA Coaching Vie Alignée pour que toutes les personnes qui me suivent tout simplement puissent eux aussi faire ce qui leur plaît, ce qui vibre avec leur âme. Et quel a été le moment précis que tu as décidé de changer ta vie? Avant 2019, après mon bac, je faisais juste ce que mes parents me disaient de faire. Même si au fond, je ne sais pas ce que je voulais faire, tout simplement le parcours classique. Même si je ne savais pas vraiment exactement ce que je voulais, au fond de moi, je savais que je voulais quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Et à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que je veux faire plus dans la vie. J'ai un rêve qui est dans mon cœur, tout simplement, et que je ne peux pas juste vivre en fonction de ce que mes parents me disent ou en fonction de ce que l'école ou l'université ou la société me disent, mais il fallait que j'écoute moi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire mon chemin petit à petit, même en parallèle de ce que mes parents me disaient de faire. J'ai toujours cherché à faire ce que moi je voulais réellement. Et à un moment donné, quand j'étais à fond, même si je ne savais pas encore où je vais aller, j'étais à fond, à fond, à fond, à fond. Je cherchais les opportunités, je faisais les choses comme ce que je pensais bon à faire. Et en 2019, j'étais tombée sur un concours qui s'appelle Madagascar's Next Talent. Et je me suis battue pour faire ce concours parce que ça représentait un peu un truc que je voulais faire. Pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça me faisait vibrer. Et j'ai gagné ce concours-là. Et à partir de là, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a poussée à plus travailler sur moi, à me faire découvrir plein d'autres choses. Et c'était là que ça a commencé. C'était ça le portail vers quelque chose de nouveau pour moi. Est-ce qu'on peut donc dire qu'avant ton éveil, tu étais quelqu'un de malheureuse? Je dirais pas que j'étais quelqu'un de malheureuse. Je fonctionnais juste en mode robot. C'est vraiment ce que je peux dire. Genre, il faut faire ça, il faut faire ci. Et ouais, peut-être que oui, j'étais malheureuse parce que
finalement, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu es forcé à vivre une vie que tu ne veux pas, mais qu'on te force de vivre ou que la société te force de vivre. En préparant l'émission, tu nous avais parlé un peu de ton enfance. Mhm. Tu as été quelqu'un qui avait plusieurs projets. À 2 ans, je crois que tu étais allé à l'école Mhm. déjà. Oui, Tu as eu ton bac à l'âge de 14 ans. oui. Et en parallèle, tu avais lancé plusieurs projets, petits projets Mhm. entrepreneuriaux. Est-ce que tout ça, c'était encore des échecs pour toi? Et après 2019, est-ce que ta vie a vraiment changé? Tout ce que je faisais durant mon enfance ou mon adolescence, je ne vais pas considérer ça comme un échec, mais plutôt un chemin. Genre, c'est comme si c'est le petit point qu'il faut que je passe pour arriver au prochaine étape. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton meilleur souvenir, dans le souvenir de ton enfance où tu t'étais dit que tu avais besoin d'évoluer? Quand j'étais enfant, j'entendais mes parents une fois se disputer pour l'argent. Et j'étais encore très petite, je pense que j'étais en primaire vers l'âge de 4 ans ou 5 ans. Ça m'a marquée parce que quand j'entends le sujet argent tout le temps se répéter et que ça crée, une distorsion au sein de la famille, je me suis posé la question: «Mais pourquoi l'argent elle crée ce genre de choses?» Et je me souviens aussi une fois, j'ai demandé quelque chose à ma mère: «Est-ce que tu peux m'acheter un truc?» C'était juste un chips. Et elle m'avait dit: «Je peux pas aujourd'hui parce que, on n'a pas assez d'argent», et elle m'avait montré le portefeuille. Il y avait rien dedans, il y avait que 50 arrière. Et même en étant très petite, je me souviens de ça. Je me suis dit: «Oh, l'argent a de la place du coup dans notre vie, car si je veux quelque chose et que si j'ai pas ça, je peux rien avoir». Et à partir de là, je me souviens que dans ma tête, j'étais toujours en mode: «Comment je peux trouver l'argent?» Même si je sais même pas c'est quoi, comment ça fonctionne et cetera, je me suis posé ce genre de questions et je pense que ça m'a permis d'être créative. Quand j'étais petite, j'ai lancé, mon petit business de glace, d'événementiel. Et même si, de base, je faisais ces activités pas pour chercher de l'argent, finalement, je pense que c'était les réponses aux questions que j'avais, dans la tête, comme quoi, il faut se bouger dans la vie. Et ça s'est passé comment? Mes parents venaient d'acheter un frigo et à la maison, on avait toujours des restes du café de mon père et ma mère faisait des glaces avec. Et du coup, quand je sors jouer au quartier, il y a les autres qui me demandent: «Est-ce que tu peux m'en donner?» Et moi, vu que j'aime bien partager, je prenais de la glace, à la maison et je partageais, aux autres. Et finalement, ma mère a remarqué que: «Où vont tous les glaces? C'est censé être pour nous à la maison». Et finalement, elle a découvert que je ramène les glaces à l'extérieur et on m'a dit: «Non, tu peux plus, donner les glaces, aux autres parce que c'est pour nous». Il y a mes amis du quartier qui me demandaient: «Mais est-ce que tu pourrais pas nous donner de la glace?» Et j'ai dit: «Non, il y a ma mère qui veut plus». Et c'est comme ça que ce sont eux qui m'ont proposé: «Et si on te donnait de l'argent?» Et je me suis dit: «Oui, pourquoi pas?» Genre, c'est comme si on m'a forcé: «Vas-y, donne-nous les glaces et on te donne l'argent». Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai fait plusieurs, formats parce que, ils m'en redemandent encore et encore. Où est-ce que tu as eu cette culture entrepreneuriale très tôt dans ton enfance? Franchement, je ne sais pas parce que, il y a personne qui est entrepreneur dans ma famille à ce que je sache. Mais juste que j'ai commencé comme ça sans savoir que c'était du business. C'était pour moi juste m'amuser. «Tiens Daniel, 10 arrière, 20 arrière et donne-nous, de la glace». Et je savais même pas que je faisais même ça, pas dans le but de faire du business, mais ça venait juste, naturellement comme ça. Est-ce que dans ton enfance, tu avais aussi d'autres projets, d'autres petits projets entrepreneuriaux comme ça? À part la glace, je me suis un peu, on va dire, lancée dans l'événementiel sans le savoir. J'ai monté un petit groupe avec ma sœur et une amie du quartier. Je leur enseignais des petites chorégraphies, des chansons. Et au final, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un petit événement, un petit spectacle dans le quartier le week-end. Et du coup, ben, je préparais, l'événement, je créais des petits billets et je le vendais à l'école et au quartier. Et le samedi ou le dimanche, on donnait, le spectacle au quartier et j'achetais même aussi des petits snacks pour les revendre, durant l'événement. Donc à la fois, j'étais l'organisatrice, chanteuse, danseuse. On faisait aussi des petits défilés comme ça et on vendait à la fois, les petits snacks. Une fois que tu as grandi, tu avais prévu d'aller étudier aux États-Unis, je crois. Mmh. Tu nous as parlé de fait de chercher une bourse. Mmh. Ça s'est passé comment? J'ai toujours voulu aller, à New York, précisément. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette ville. Et j'ai toujours voulu aussi continuer mes études là-bas, vu que j'adore l'anglais, j'adore,
l'American Dream, le mindset américain, les grandes opportunités et tout ça. Je voulais saisir de grandes choses et faire de grandes choses. Donc, je me suis dit, aller aux States, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi. Mais faute de finances, je me suis dit, comment je peux aller là-bas? Vu que je n'ai pas les moyens, il y a mes parents qui n'ont pas les moyens, je devais chercher les moyens par moi-même. Donc, une fois à l'American Center, j'ai vu une annonce comme ça. D'ailleurs, je me demande comment j'ai fait pour trouver cette affiche-là, mais c'était carrément une conférence, une série de conférences pour enseigner comment aller aux États-Unis. Suite aux conférences qu'ils ont données, c'est quand même possible d'avoir des full scholarships. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve ce full scholarship. Et du coup, je créais une association, j'ai aidé les gens, enfin, tout ce qui pouvait me servir pour remplir mon dossier de scholarship. Et ça a commencé comme ça. Et ça, c'était à partir de quel âge? C'était entre 16 à 17 ans. J'étais en train de faire ma licence à cette époque-là. Et tu as étudié ici à Madagascar toujours Et ou tu es allé à l'étranger? je suis quand même restée, j'ai étudié ici. À un moment donné, j'ai quand même eu bourse. Conférence après conférence, il restait que les personnes qui étaient réellement intéressées. Qui m'a demandé, le monsieur, à la fin, je te vois toujours ici, tu n'as jamais manqué une seule séance, c'est quoi ton ambition? Et je lui ai un peu expliqué ce que je voulais faire, mes projets, pourquoi je voulais aller aux États-Unis. Et il m'a dit que mon profil leur intéressait et qu'il y aura un grand séminaire à Mada avec des représentants des universités aux États-Unis. J'ai été invitée à ça pour suivre un petit entretien. Et du coup, j'étais venue à cet événement où j'avais l'opportunité de discuter avec le responsable, parler un peu de mon projet, de ce que je voulais faire, mais que j'ai été claire que je n'ai pas les moyens, que c'est un full scholarship que je cherche, si c'était possible. Et quelques mois plus tard, après avoir envoyé mon dossier et tout ça, c'était positif, qu'effectivement, ils peuvent faire quelque chose pour moi. J'ai refusé finalement la bourse parce que voilà, j'étais immature et à cause de mon ex-copain, enfin c'est mon copain de l'époque, je ne voulais pas partir. Donc je suis quand même restée, c'était une bêtise. Est-ce que tu regrettes cette décision aujourd'hui? Des fois un peu, mais je me dis aussi peut-être que ça fait partie de mon parcours finalement. Je ne vois pas ça comme un échec, mais plutôt comme mon chemin, parce que quand je vois mon parcours aujourd'hui, je me suis dit, non, c'est quand même pas mal d'être restée à Madagascar. Oui, mais si, je veux dire, est-ce que tu conseillerais à des gens qui seraient dans le même cas, donc c'est-à-dire ils ont un copain, un petit ami ou une petite copine, ils ont une bourse, est-ce que tu les conseillerais de partir ou plutôt de rester? Je déconseille. Je déconseille. Moi, je trouve qu'il faut saisir les opportunités et je trouve même que c'est ça, l'une des grandes leçons que j'ai apprises de ce parcours-là, que les opportunités, il peuvent y en avoir partout, mais c'est à toi de les saisir. Donc, moi, je trouve que les opportunités, ça peut toujours ouvrir une porte, donc il faut les saisir. Il faut les saisir. Voilà, donc allez-y, allez-y, Oui. saisissez les Bon. opportunités. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'éveil. Mhm. Parce que tu disais qu'à partir d'après 2019, là, tu as commencé à te dire, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. Mhm. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette partie-là de ton parcours? Alors, pour résumer un peu, vu que on va dire, c'est une séquence d'événements qui s'est passée dans ma vie, en 2019, le même copain que j'ai dit, je voulais participer au concours Madagascar's Next Talent, mais il ne voulait pas. Et là, je me suis dit, non, c'est pas un mec qui va m'empêcher de faire quelque chose que j'aime. J'étais dans une relation qui était très toxique avec lui et je me suis rendu compte au moment où j'allais vraiment participer à ce concours. Il ne voulait pas que je participe alors que c'est quelque chose qui me parlait. Et moi, je me suis entêtée à le faire, tout simplement, même s'il ne voulait pas. Et je me suis dit, il faut que je gagne ça parce que ça pourrait être le début de quelque chose. J'en pouvais plus d'être dans une vie toxique, d'être dans des choses que je n'aime pas finalement. Et quand j'ai gagné ce concours-là, j'ai cassé avec lui. Et ça a ouvert beaucoup d'opportunités parce qu'après ça, il y avait une autre opportunité qui était venue dans ma vie, tout simplement. J'ai aussi investi à intégrer une communauté internationale. J'avais aussi eu la chance
d'avoir été en contact et accompagnée par des grands coachs internationaux qui m'ont suivi dans mon parcours. Ils ont clairement dit que Madagascar ne te mérite pas, tu devrais faire quelque chose ici avec nous. Et ils avaient un projet pour moi, donc c'est quelque chose qui était beaucoup plus à l'international, comme quoi je pourrais devenir un leader de la jeunesse en Europe et un peu partout dans le monde. Et on m'avait fait cette proposition comme ça, sans m'y attendre, parce que j'étais vraiment à fond et ils trouvaient que c'était pas normal que je sois à fond comme ça. C'était quoi ma motivation? Ils ont tout planifié pour moi, donc ils m'ont proposé de créer une carrière internationale au sein même, dans le même domaine que le coaching, les conférences, l'accompagnement, etc. Donc j'allais suivre une formation, continuer mes formations et impacter beaucoup plus sur l'international. Et là, vraiment, ça, c'est quand même un peu mon regret parce que je l'ai aussi refusé, même 48 heures avant mon vol, carrément parce que déjà, ils se sont démerdés pour faire mon dossier, pour plein de choses. J'étais vraiment le centre du projet, mais qu'au dernier moment, j'étais pas sûre de partir. Et j'ai refusé parce qu'au fond, même si je voulais, il y avait un truc une chose en fait qui n'était pas d'accord avec cette décision. Je savais pas vraiment c'était quoi, mais 48 heures avant mon vol. Donc, imagine à l'époque, c'était le chaos total, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes collaborateurs. Et à partir de là, j'ai vécu vraiment une profonde dépression, 6 mois où je n'ai rien fait, j'ai grossi, j'ai quitté, entre-temps même, je me suis fiancée, j'ai quitté mon ex, il y avait tout qui s'était effondré parce que je coupais toute collaboration, etc. Et je trouvais plus de sens dans ce que je faisais. Parce que en 2022, on va dire que pour mon âge, j'étais déjà dans un niveau où je voulais. Je me disais même à l'époque: «Ah mais c'est si facile que ça de réussir». Je suis arrivée quand même à 22 ans, mais que du jour au lendemain, je me retrouve en train de tout gâcher et que c'est moi-même qui le fais, en gagnant quelques milliers d'euros et que je me retrouve avec, moins, même j'étais endettée. Je pleurais tous les jours, je me sentais très vide et je voulais tout abandonner. Je ne trouvais plus de sens dans ce que je faisais. L'argent, je voyais ça, mais c'est n'importe quoi. Le matériel, je voulais juste mourir en fait, mais que j'arrivais pas à mourir. Bien sûr, je vivais dans la maison de mes parents, etc., donc je pouvais vivre. Mais même eux, ils comprenaient pas ce qui s'est passé. Parce que j'ai jamais été ce genre de personne. J'étais toujours celle qui se réveille très tôt, qui rentre très tard, qui ramène de l'argent, qui fait tout en fait. Et que d'un coup, même personne n'ose me parler. Parce qu'il doit se passer quelque chose avec elle. Genre, je refusais de parler à qui que ce soit, je me déconnectais de tout en fait. Et c'était dur parce que plus je me voyais comme ça, plus j'étais paralysée. Genre, j'étais incapable de trouver une solution ni faire quoi que ce soit. Au début, je luttais, vraiment. Je vais chercher quelque chose. Je vais essayer de trouver un truc, peut-être faire un business. Mais que j'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas. C'est comme si et même pour dire, j'étais demi-paralysée à un moment. Genre même me lever du lit, c'était impossible. Si je me pose comme ça, à un moment donné, je peux plus. C'était même physique. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Quand j'ai lutté, essayé de faire comme avant. Genre, allez, on va chercher l'argent, on va faire ci, d'utiliser les mêmes méthodes que je faisais avant. Ça marchait plus. Ce qui marchait avant pour moi ne marchait plus. Et c'est là que je me dis: «Bon, peut-être qu'il faut vraiment que je suis juste, le flow». D'ailleurs, après ça, j'ai créé un programme qui s'appelait Énergie Flow. J'ai rassemblé dedans tout ce qui m'a permis de tous mes déclics et tout ce qui m'a pris de remonter la pente. Mais, je faisais carrément rien. À un moment donné, quand j'ai commencé à me dire: «Ouais, je retrouve goût à la vie», j'avais même décidé de partir à la campagne et peut-être planter des salades et je l'ai fait. J'ai planté des salades. Vraiment, je me dis: «Peut-être que c'est autre chose, peut-être que j'oublie un peu le moi, business, entrepreneuriat et peut-être une petite vie, suffit». Parce qu'au fond, j'étais pas heureuse avant. Même si j'étais épanouie dans ma carrière, j'étais pas vraiment heureuse et c'est dans cette période-là que j'ai appris à vivre, le moment présent. Parce que j'ai compris que avant, j'étais tout le temps dans ma tête, dans mon passé, dans le futur aussi et qu'il y a des choses simples de la vie que j'arrivais pas à apprécier et que pendant cette période-là, je me suis rendu compte, c'est comme un déclic que en fait, la vie me forçait juste à faire une pause et que même si tu n'as rien, tu as déjà tout en fait.
à peu près 6 mois que je me suis dit: «Mais non, je peux pas continuer comme ça». Je me suis quand même rendu compte que si je suis toujours en vie, que si pendant ces 6 mois où j'ai carrément voulu mourir, j'étais pas morte, sûrement, il y a quelque chose de plus grand que moi qui veut que je fasse encore peut-être plus et que je suis en train de peut-être gâcher quelque chose. Donc là, quand j'ai vu que j'étais toujours en vie, concrètement, je me suis dit: «Va falloir qu'on bouge Daniel» et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire à nouveau un réel travail, sur moi. J'ai cherché tous les moyens pour me relever de là. Ça a été très, très dur. C'était la partie, on va dire, qui était très dure de mon parcours et c'est durant cette période-là, en fait, que, j'ai vécu, l'éveil. Parce qu'à partir de là, je me suis rendu compte que dans cette vie, il y a plus que de l'argent, il y a plus que du matériel, que c'est pas juste c'est bien de chercher de l'argent. Même moi, j'adore l'argent et on cherche tous ici de l'argent à tous les jours. Mais je me suis dit: «Non, ça peut pas être juste ça». Parce qu'avant, c j'étais animée que par ça. Genre je voulais que le statut, l'argent, gagner beaucoup mais je ne voyais pas qu'il y avait autre chose, à part ça. À partir de là, j'étais à zéro Mmh. et que je suis repartie, à nouveau grâce à ce que j'avais, grâce à moi surtout, ma propre force, mon mental et je me suis rendu compte qu'il y a déjà tout ce qu'on a. Dans en fait, tout ce qu'on veut, c'est déjà là et c'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai approfondi pour dire sur tout ce qui est énergie, spiritualité. Je reviens un petit peu sur la Mmh mh. partie relations toxiques. Tu parlais de Mmh. toxicité tout à Mmh. l'heure. Donc, tu as eu plusieurs relations toxiques dans ta vie. C'est quoi la définition de ça? J'ai découvert surtout que c'était moi la toxique, dans l'histoire. Enfin, on dit qu'on attire ce qu'on est. Donc quand on est toxique, on va aussi, attirer, des personnes toxiques. J'étais dépendante, affective. Donc j'étais tout le temps envie de plaire à la personne, faire ce qu'il veut. Moi, je décréais une relation toxique à partir du moment où la relation ne nous fait pas grandir, mais plutôt va nous faire mourir, si je peux dire. Ça veut dire que tu t'épanouis pas, mais plutôt tu prends sur toi et au final, tu restes dans ta zone de confort, c'est ça? Exactement. Ça peut être toi, déjà, de base, la toxique, peut-être que tu dépends trop de la personne. Quand tu es toxique, tu vas, aussi rendre la relation toxique et affecter l'autre et émotionnellement, physiquement, au niveau des projets, ça peut avoir un effet, négatif, tout simplement. Et comment dans le couple on sait que c'est une relation toxique donc? Alors pour moi, je n'ai pas su que c'était moi la toxique quand j'étais dans la relation. Mais c'était après que j'ai quitté la relation. En fait, c'était plus tard quand j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis dit: «Ah mais c'était moi la toxique dans l'histoire». Même si la personne aussi l'était, mais que, j'ai apporté, une bonne dose de toxicité. Mon principe de toujours, même si des fois j'arrive pas à l'appliquer, quand il y a pas de direction dans une relation, quand on ne sait pas ce qu'on fait tous les 2, quand on s'empêche d'évoluer, je pense que cette relation n'a pas lieu d'être. Je pensais toujours que je faisais les choses bien, que je suis la clean de l'histoire, que c'est moi la victime. Mais vraiment, c'était plus tard que je me suis rendu compte, mais en fait, non, j'avais aussi ma part de responsabilité et que en fait, c'est pas toujours lui le problème. Effectivement, moi aussi, j'ai été un problème et que c'est ce qui fait que ça a pas marché. Est-ce qu'on peut appeler aussi une relation toxique une relation entre amis ou bien dans un cercle ou dans la famille même? Mmh. Effectivement, des relations existent, entre amis, entre collègues, entre familles. Pour moi, une relation toxique, quand elle est pas saine, genre quand elle ne te fait pas évoluer, pour moi, c'est une relation toxique. C'est pas possible d'être en relation amicale avec quelqu'un qui trouve toujours à dire, sur ce que tu fais, qui te critique, qui projette sur toi peut-être une mauvaise énergie ou qui ne comprend peut-être pas aussi ce que tu fais et consciemment ou inconsciemment, la personne va vouloir t'empêcher, d'évoluer, tout simplement. Donc là, la décision vraiment, c'est de juste prendre son égo et se dire: «Allez, je décide d'avancer, Mmh. je laisse tout ça tomber». Mais ça fait mal ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal surtout, moi, avant, j'avais de la dépendance affective, même envers une amie, à qui, j'avais beaucoup eu d'affection. Elle était mon seule amie à une époque et j'avais peur de la perdre. Je pouvais pas faire quelque chose si elle était pas là. Je la suivais tout le temps.
partout. J'essayais de la plaire. Je voulais annuler mes rendez-vous ou bien mon planning pour elle parce qu'elle m'appelle et j'ai peur qu'elle me quitte autant qu'amie. Et du coup, à un moment, je me rends compte, mais non, en fait, je ne peux pas fonctionner comme ça. C'est pas possible de tout le temps dépendre des gens comme ça, de nous sacrifier finalement pour quelqu'un et au détriment de notre propre bonheur ou de notre propre épanouissement. À partir du moment où tu as découvert que tu avais évolué, Mhm. tu as décidé aussi de te dire que tu allais coacher des gens. Et tu as lancé Mami Racha Corporation. Mhm. Ma question, c'est comment l'idée de décider de ta réalité se traduit donc dans cette entreprise-là. Mon parcours dans le coaching, ça remonte même en 2019. Il y avait une époque quand j'étais salariée, quand j'ai quitté le salariat, je me suis dit, il faut que je cherche du travail, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible de rester sans argent. Tu travailles dans quoi? J'étais dans la communication, le digital. J'étais aussi présentatrice télé. Il y avait une fois aussi où j'étais serveuse. Je faisais beaucoup de choses en fait en étant salariée. Étant freelance aussi, j'ai travaillé dans l'événementiel. J'étais commerciale. Enfin, je faisais tout ce que je pouvais en fait, trouver un peu de stabilité. Mais comme quoi la vie a décidé autrement, soit les entreprises, les boîtes dans lesquelles je travaillais se ferment, soit il y avait toujours un souci au niveau de la boîte ou que je ne sois pas retenue dans les entretiens. Et finalement, je me suis retrouvée là, sans travail. Je me suis dit, «OK, il faut que je cherche, quelque chose». J'avais des amis qui me demandaient à les entraîner à la maison, tout simplement: «Est-ce que tu peux venir?» Donc je faisais juste, gratuitement, comme ça, chez mes potes pour les entraîner, par exemple, après un travail ou quelque chose comme ça et aussi pour papoter. Et une fois, ma meilleure amie me disait, parce que je venais, chez elle, «Tiens, voilà, c'est ton argent». Je me dis: «Non, je ne peux pas prendre cet argent, je suis juste là autant qu'ami». Elle m'a dit: «Tu sais, tu devrais, te faire payer pour ce que tu fais parce que tu es douée à faire ça. Moi, j'adore les séances avec toi, tu me motives et cetera». Et en fait, au moment où je cherchais ce que je voulais faire, j'ai repensé à ce que cette amie-là m'a dit, que j'étais douée peut-être à accompagner les gens dans le sport à l'époque. Donc c'était vraiment le sport. Moi, de base, j'étais pas du tout quelqu'un de sportif. Genre vraiment à l'âge de 4, 5, 6 ans, personne ne va aller, faire du sport comme ça de par sa propre volonté et que moi je voyais tout le temps mes parents en train de courir. Je me suis demandé: «À un moment, ils vont où?» Parce qu'à 5 heures du matin, ils sont déjà de retour, de leur footing. Et à un moment, j'ai juste voulu faire comme mes parents, genre: «Moi aussi, est-ce que je peux aller?» Ils m'ont dit: «Non, tu peux pas y aller, vu que c'est très tôt, 3 heures, 3 heures du matin». Et moi, à un moment, je me suis dit: «Non, je vais y aller, j'y vais à 5 heures». Et moi, j'y vais, toute seule, à 5 heures. Des fois, je me fais accompagner, par notre nounou, à l'époque pour aller courir, même juste, quelques petits, kilomètres. Et ça a commencé comme ça. C'était devenu quelque chose intégré dans mon quotidien. Et tu as intégré à un certain moment l'équipe nationale à l'âge de 16 ans, Mmh. Afrobasket. Quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'intégrer, un club. C'est un grand club qui est très connu même, à Madagascar. Donc c'est par le biais d'une amie qui m'a dit: «Tu peux venir à notre entraînement». Et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré un club et j'ai entendu qu'il y a la sélection, nationale. Je me suis dit: «Comment je peux intégrer?» Parce que c'est quelque chose que je voulais faire, tout simplement jouer au haut niveau. Et il y avait le coach qui voyait, ben, le coach qui était dans notre, club d'ailleurs, paix à son âme parce qu'il est déjà parti, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, poussée, qui a vu, mon ambition et qui m'a proposé de m'entraîner, tous les jours si je voulais, être, sélectionnée pour le national. Donc moi, j'ai pas participé, vraiment pour l'afro-basket, mais j'ai fait partie de l'équipe. À un moment, on m'a retirée, tout simplement de l'équipe. Mais j'ai suivi tout l'entraînement, tout le programme, de l'équipe. Je faisais aussi du karaté et c'est là l'idée, de créer mon premier service. Pourquoi pas ne pas, créer une offre qui va aider des femmes, obèses qui ont peur d'aller à la salle parce que souvent les gens, ils vont pas à la salle tout simplement parce qu'ils ont peur, ils sont timides, ils ont peur d'être jugés. Et moi, je me suis dit: «Pourquoi pas ne pas accompagner ces personnes-là?» Donc je vais aller, chez eux pour les entraîner exactement comme ce que j'ai fait avec mes amis. Et je dirais que Miracha Corporation a évolué, vu que je faisais déjà tout ça, le coaching, l'accompagnement, les conférences.
depuis 2019, mais juste dans un domaine différent. Donc, tu avais gardé ce nom-là depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est Marriage Corporation, toujours. En fait, non, avant, j'utilisais mon compte, c'était autre chose avant. Donc, j'ai switché entre plusieurs noms, etc. Mais ma Mircha Corporation, c'était vraiment que je me suis rendu compte que tout le monde a quelque chose en lui. Des fois, la peur de réussir, ça empêche aux gens de faire quelque chose, de saisir des opportunités, justement, de montrer ce qu'ils savent. Et c'est comme ça que j'ai créé ma Mircha Corporation, là où ça inclut des coaching via lignée, justement. Et c'est quoi concrètement une vie alignée? Est-ce que tu peux nous donner un exemple simple? Une vie alignée, c'est tout simplement une vie que tu as choisie. C'est une vie où tu es en parfait accord avec ce que tu veux, parce que souvent, la société, dès qu'on est petite, c'est pas une vie qu'on veut, pas forcément. Et c'est OK parce que quand on est enfant, on va pas décider, voilà ce que je vais faire. Mais on a été reprogrammé pour suivre des règles, pour suivre ce que nos parents nous ont dit, pour suivre ce que l'école nous a dit. Et avec ce genre de reprogrammation, on sait plus ce qu'on veut. À un moment donné, on va faire des choses qui ne nous conviennent pas. Peut-être par peur de décevoir, par peur, est-ce que c'est correct ou pas correct? Et comment quelqu'un peut savoir qu'il mène une vie qui n'est pas alignée? Si tu n'es pas heureux, concrètement, t'es pas aligné. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, même au fond de toi, tu sens que ça va pas du tout, il y a quelque chose qui cloche. Tu fais quelque chose comme si tu as l'impression qu'on te force, donc tu n'es pas du tout heureux. Tu le fais par automatisme ou par peur ou pour prouver quelque chose, mais qu'au fond, tu n'es pas heureux de le faire. Est-ce qu'on a des statistiques sur ça? Combien de pourcents de la population n'est pas alignée, d'après toi? Je trouve que beaucoup de gens, je dirais même presque 90% des gens que je rencontre, ils sont dans une vie qui n'aiment pas. Et c'est même pour ça, c'est même ce qui m'a poussé à créer des coaching vie alignée. C'est pour ça que je l'ai nommé comme ça, parce que c'était moi la première personne qui était dans une vie qui n'était pas alignée. Plus tard aussi, quand j'ai observé autour de moi, quand j'entends les gens parler, j'ai des amis qui me parlent, des membres de ma famille, des collègues. C'est pas vraiment ce que je veux. Ah, mais je veux pas être dans cette relation, mais que je les trouve toujours en train de vivre une vie qui ne les convienne pas. Et même jusqu'à aujourd'hui, les gens que j'accompagne, presque 95%, c'est les mêmes choses. C'est pas ce que je veux, c'est pas le métier que je veux, c'est pas le job que je veux. Et je leur pose la question, mais pourquoi tu fais pas ce que tu veux alors? Pourquoi tu restes coincé? Quel est ton avis par rapport au couple? Tu dis qu'il faut partir, qu'il faut prendre une décision. Mhm, En général, le mariage, c'est accepter l'autre pour ses défauts et ses mhm, qualités. Ce que j'ai compris, toi, tu es quelqu'un de célibataire et c'est une mhm, décision assumée que tu as envie mhm. de rester célibataire. Est-ce que le fait de se marier, c'est justement pas une nouvelle contrainte, d'après toi? Ou quel est ton avis sur ça? Pour moi, le mariage, euh, j'appellerais ça un partenariat. Dans le sens où, si on se met ensemble, c'est pour créer, c'est pour faire quelque chose ensemble, c'est pour, c'est pour une vision. Pas parce que je manque de quelque chose, personne ne me donne de l'affection, mon père n'a jamais pensé à moi ni quoi que ce soit et que j'ai juste besoin d'être avec une personne. Parce que pourquoi finalement se mettre avec quelqu'un? Pourquoi ne pas faire son truc de son côté si on n'est pas dans cette optique d'aller vers une vision? Donc pour moi, se mettre avec quelqu'un, que ce soit par le biais d'un mariage ou juste d'une relation, c'est pour créer ensemble, que ce soit un foyer, une vie, des enfants ou des projets, tout simplement. Est-ce qu'il est possible d'être riche, mais pas aligné? Et est-ce qu'il est possible aussi d'être pauvre, mais aligné? Ah, ça, j'aime bien cette question. Je dirais que oui. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas alignés du tout. Peut-être qu'ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Parce que je trouve que l'argent, ça n'a rien à voir avec être aligné ou pas. Quelqu'un de pauvre, oui, il peut être aligné parce qu'au final, si la personne est pauvre, par exemple, peut-être que ça lui fait plaisir, peut-être que sa vie lui convient. Et moi, j'aime souvent dire, il ne faut pas juger les gens. Ah, que toi, tu devrais bouger. Et même, c'est l'une des visions que j'ai au niveau de mon accompagnement ou de mon coaching. Moi, je ne vais jamais forcer quelqu'un à changer. Si tu sens que tu veux changer, alors là, c'est bon, tu es aligné. Est-ce qu'on peut, dans notre vie, être toujours parfaitement aligné ou est-ce que c'est un chemin qui va changer au fur et à mesure du temps? Moi, je trouve que c'est un cycle où on peut vaciller. Par exemple, là, je suis à ce stade-là.
quand j'évolue, c'est sûr que ma vision, elle change. Parce que moi, je mesure plutôt l'alignement par nos valeurs. Parce qu'on a tous des valeurs. D'ailleurs, c'est des choses qu'on doit définir si on veut avancer dans une vie qu'on veut. Donc, c'est quoi mes valeurs? Et ce que je fais doit être en parfait alignement avec ces valeurs-là. Par exemple, l'une de mes valeurs, par exemple, je vais dire la liberté. Donc, je vais aller créer une vie qui concorde avec cette liberté-là. Et c'est possible que notre vision, nos valeurs changent selon l'époque, selon la vie, selon l'événement ou selon notre propre épanouissement. Et du coup, c'est possible que j'aime ce truc à un moment, que je suis épanouie et heureuse ici, mais que quand le temps avance, eh ben, je vais me sentir désalignée. Donc c'est là que à nouveau je vais changer parce que mes valeurs, ils ont changé, ma vision, elle a changé. Donc c'est possible que la vision, elle change, qu'on n'est pas forcément tout le temps aligné, on est des fois désaligné, que c'est justement pour ça qu'à chaque fois, c'est intéressant de voir ça et que de se demander, OK, là, si je suis plus aligné ici, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me parle à cette époque de ma vie? Au lieu de forcer, j'ai déjà fait ça et on va toujours forcer dans ce même sens. Il faudrait mieux écouter sa propre personne et s'observer soi-même où je vais. C'est où la tendance? Qu'est-ce que je ressens au fond? Et comment est-ce que tu sais qu'une décision, ce n'est pas par rapport à l'ego, mais c'est par rapport à tout simplement l'alignement? Pour moi, une décision, ça reste une décision. Il n'y a pas de décision par ego ou pas. Parce que si on a pris une décision, c'est ce qui vibrait dans nos tripes à ce moment-là. Peut-être qu'on s'est trompé, c'est OK de se tromper. Peut-être qu'on avait besoin de se tromper ou de prendre cette décision par ego-là pour pouvoir trouver le chemin. Ah, c'est ça. Et peut-être prendre une autre décision après. À partir de quel moment une personne se dit qu'elle doit aller faire un coaching chez toi? Dans mon propre parcours, j'ai jamais senti le besoin de me faire coacher jusqu'au jour où je l'ai senti, tout simplement, que je peux plus le faire tout seul, ou que j'ai vraiment aussi juste envie d'investir sur moi. Donc, vu que nous, on a plusieurs offres, on a des trucs en auto-coaching, de l'accompagnement individuel, etc. Mais je trouve que si toi, tu sens, si la personne sent que j'ai vraiment envie de changer quelque chose, c'est là que elle peut décider d'investir sur elle-même, que ce soit chez nous ou autre, ou je sais pas. Et c'est pour ça que moi, j'aime dire que c'est pas forcer les choses l'important, mais c'est que la personne vit l'éveil. Quand quelqu'un est conscient, je pense que c'est à partir de là que les choses changent. Parce que si une personne prend une décision, a cette sensation que je veux changer, là, il y a quelque chose qui a changé dans sa tête déjà. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, la personne va investir. On va parler un peu justement de Ouch, Mhm. parce que dans ton parcours, tu as eu en 2022 quelque chose qui s'est effondré. Donc, qu'est-ce qui t'a détruit le plus en 2022? En 2022, je pense que c'était vraiment mon éveil quand j'ai décidé de vraiment refuser l'opportunité. Avant ça, je sentais quelque chose au fond de moi. Je me suis dit, mais en fait, non, est-ce que c'est ce que je veux réellement? Parce que c'était axé juste argent, 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 business. Mais il y a quelque chose qui était très vide au fond de moi. Je n'étais pas heureuse, je me sentais pas bien du tout. Et en fait, quand j'ai refusé cette opportunité, je sentais que oui, j'étais alignée avec cette décision, même si ça paraît quand même bête, et que je me dis plus tard que j'aurais dû saisir ça. Tu avais parlé d'une période d'addiction où Mhm, tu étais addict à la cigarette, mhm, prenais de l'alcool. mhm, Et comment est-ce que tu as réussi à te libérer d'un seul coup aussi mhm. radicalement? Depuis très jeune, j'ai bu de l'alcool, même au lycée, même autant une personne sportive, sauf juste pendant les périodes où je préparais les compétitions, j'ai pas bu. L'alcool était pour moi une façon de m'évader, tout simplement. Et à un moment donné, je savais juste quand j'étais vraiment à fond dans le business, dans l'entrepreneuriat, quand je me faisais mentorer, on m'a dit non, ça c'est pas bon pour toi. Et j'ai arrêté. Mais plus tard, je buvais toujours un peu d'alcool, un peu de cocktail. Mais le un peu de cocktail, ça finit toujours par beaucoup boire après. Et la cigarette, c'était quand je travaillais en tant que salariée. J'étais vraiment tout le temps sous stress, surtout mon travail au niveau de la boîte de communication. Vraiment, je faisais tout
à 7 heures du matin jusqu'à presque à 20 heures du soir, lundi, dimanche. Donc, sous stress, à un moment, je me dis, je vais prendre de la cigarette. Ça m'a apaisée. Et du coup, plus tard, j'ai pris de la cigarette encore et encore. Mais à un moment donné, même si j'étais consciente, je me suis dit, je peux pas continuer de vivre comme ça. Même si je savais que c'était mauvais pour moi, je continuais de le prendre. Et une fois, j'ai écouté un audio, Plus malin que diable. J'ai écouté ça et après avoir écouté ça, d'un coup, le lendemain, j'étais dégoûtée. Dégoûtée de la cigarette et de Ça l'alcool. parlait de quoi? Ça parlait surtout du fait que ces substances-là, ils sont là pour nous détruire. Tout simplement que si c'est comme si c'est le diable en personne qui veut que tu ne réussisses pas. Et c'est comme si le diable, euh, comment dire, se présentait sous forme de ces choses-là et que ce qu'il veut, tout simplement, c'est que toi, tu sois pas productive, que toi, tu sois malade et que plus tu prenais, plus ça avait un impact sur ton corps. Ça m'a conscientisée, ça m'a éveillée que, en fait, il faut arrêter parce que c'est mauvais, pas seulement pour la santé, mais vraiment pour ta productivité. Tout à l'heure, pendant l'interview, tu me parlais de vibrations, de cycle lunaire, éveil spirituel. C'est à partir de quel moment que ça nous parle à nous? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe aux alentours de nous, qu'on vit au quotidien, ou il faut vraiment un apprentissage pour découvrir cette Mhm. partie-là? En fait, finalement, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. À travers tout mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y a plus que le mental. Il y a plus que le physique et le matériel, mais que c'est quelque chose qu'on voit autour. En fait, nous, on fait partie d'un gros système qui est cet univers-là. La Terre est juste une petite partie dans tout ça, mais qu'on n'a pas assez prêté attention. Et en fait, c'est que dans la physique quantique, tout est vibration représentée par des petites particules, etc. Il y a la théorie de Newton, il y a beaucoup de choses qui expliquent dans la science que tout est finalement énergie, vibration. Et dans nous-mêmes, on est comme ça. Chaque partie de notre corps est une vibration représentée par une cellule, on est une énergie. Et en fait, même si on y croit ou pas, on fait la pratique ou pas, c'est déjà là, ça existe déjà. Il y a plusieurs lois qui régissent, des lois naturelles qui régissent cet univers. On l'a appris à l'école. Ça existe, si on y croit ou pas, on peut juste en prendre conscience. On n'a pas besoin tellement l'approfondir ni quoi que ce soit, mais comme je l'ai dit, le fait juste de conscientiser la vie. Et en fait, c'est ça que j'essaye de transmettre aux gens, que si on suivait juste ce flot naturel, beaucoup de choses seraient beaucoup plus faciles dans notre vie, parce que nous, les humains, on est beaucoup dans le mental. On nous a appris à être dans le mental. Donc le mental, lui, il veut analyser, il veut quelque chose de sûr, il veut être raisonnable. Mais en fait, tout ce qui est subtil, tout ce qui est invisible, ça n'a pas besoin du mental. C'est juste là, ça existe, c'est subtil, c'est présent, c'est dans l'énergie. Et parfois, on peut juste faire confiance à cette énergie-là, à ce flot naturel qui a tous les jours. Et en quoi ça correspond avec le coaching que tu fais? Moi, dans mon coaching, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs domaines. J'aime toujours parler de nos 5 corps, parce qu'en tant qu'humain, on a plusieurs corps. On a le corps physique, on a aussi le corps émotionnel, qui est nos émotions. Il y a aussi le corps spirituel, qui n'a rien d'autre que l'âme. Il y a aussi le corps énergétique, notre énergie, notre aura. Et la place, en fait, de la spiritualité dans ça, c'est que le corps spirituel est bien plus important que le corps physique. Parce que finalement, c'est là nos désirs, c'est là la raison de notre être. Et c'est ce qui fait qu'on soit en vie. Donc, je dis que c'est même plus important que le physique. Et en fait, quand tu priorises ça sur cette terre, tu sais où tu vas. Tu as les réponses à tes questions parce que le tout là-haut, c'est plus grand que tout ça. Celui qui nous a créé, la source divine. Et en fait, si on veut se connecter à cette source-là, on veut être guidé, on veut que notre vie soit plus fluide, c'est bien de s'allier avec cette puissance-là, d'avoir accès à cette sagesse, finalement, qui est plus haut que nous. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de justement avoir accès à cette sagesse ou pas? Ça dépend de la conscience de la personne. Parce que la spiritualité, et j'aime dire l'éveil spirituel, l'éveil de la conscience, c'est ça justement.
on arrive ici sur Terre, on n'est pas forcément conscient. On- je pense que c'est ça le parcours terrestre, j'aime dire. On est juste ici pour justement devenir plus conscient. Quand on va sur Terre, il y a un processus. On ne peut pas juste directement être une âme. Il faut qu'on soit dans un corps. Il faut qu'on suit le processus de avoir un parent, être né, etc. Et du coup, une fois qu'on est ici sur Terre, ben, on va tout oublier de qui on est réellement. On va juste vivre. Et en fait, à un moment, c'est là l'éveil. Quand la personne se rend compte que, en fait, qu'est-ce que je fais réellement ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus grand que ça? C'est là que l'éveil commence et c'est à partir de là, en fait, que la personne peut se rendre compte petit à petit de l'importance de cet aspect spirituel. Mais possible aussi que, même en n'étant pas conscient, la personne développe déjà sa spiritualité, peut-être dans la religion, peut-être tout simplement dans une tradition ou culture, sans être en conscience de tout ça. Et justement, est-ce que cette spiritualité-là se marie avec la religion? Alors, la spiritualité, je verrais ça comme juste une façon de développer son âme. Donc, la religion peut en faire partie. Donc, c'est pas détaché la spiritualité n'est pas détachée de la religion. La religion, je dirais que ça fait partie de la spiritualité. Effectivement, il y a plusieurs façons de développer son corps spirituel, donc dont fait partie la religion. Ça peut être la méditation, ça peut être la connexion avec la nature. Chacun a cette façon. Et pour moi, la spiritualité, finalement, c'est cette façon à toi de développer ton âme et de te connecter à cette grande source qui est divine. Si quelqu'un ne croit pas du tout en toute cette histoire Mhm. d'énergie ou de chakra, est-ce que ça veut dire que c'est une personne fermée d'esprit? Je ne pense pas. Moi, je trouve que chacun a son temps. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de fermé si tu ne crois pas à tout ça. Moi, je trouve que la spiritualité, il y en a beaucoup de formes. Et même, il y a des gens, ils se disent qu'ils ne sont pas spirituels, pourtant ils sont spirituels. Et moi, j'aime dire, on est tous spirituels parce on est tous un corps spirituel, mais juste chacun à son niveau, à son niveau de conscience et à son niveau. Donc, c'est possible qu'une personne ne croit pas à tout ça, ne se pas à tout ça. Pourtant, peut-être qu'il ne sait pas, mais il pratique déjà tout ce qu'il y a à pratiquer. Et est-ce que la spiritualité peut être dangereuse? Est-ce que trop de spiritualité peut te mener à Mhm. justement quelque chose de totalement différent? Ah, ça, c'est très intéressant parce que moi, je trouve que dans la vie, il devrait toujours y avoir cet équilibre-là. Trop de quelque chose tue la chose finalement. Je ne sais pas si on peut dire trop de spiritualité aussi, mais je pense qu'il y a des personnes qui peut-être n'ont pas le pouvoir de discernement. Ils prennent juste comme ça, de façon superficielle. Et je trouve que ce qui pourrait tuer dans la spiritualité, c'est quand tu ne réfléchis pas, quand tu prends juste bêtement et que tu oublies tout le reste. Parce que c'est ce que je vois souvent quand les gens ils sont à fond dans la spiritualité, ils oublient tout le reste. Ah, je vais oublier mon travail, je ne vais plus penser à l'argent, je ne vais plus penser au matériel, je vais uniquement rester dans la forêt, méditer toute la journée et ne plus revenir ici. C'est comme si ils oublient. Je dirais que c'est un déséquilibre. Et là, je trouve que ça peut être dangereux. Je ne sais pas si c'est dangereux le terme, mais ça peut dériver la personne. Et je pense que c'est toujours important de garder, on dit, cet ancrage-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur Terre. Et si on est encore des humains avec un corps physique, je pense que c'est toujours important d'être ancré. Est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui croient en ça ici à Madagascar aujourd'hui? Quand j'ai lancé sur des coaching via Aligné, je ne pensais pas que ça allait autant toucher les personnes. Heu, j'ai pas vraiment de statistiques, mais quand j'ai commencé à parler de vibration, de spiritualité, tout ça, je vois juste qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent, mais que c'est un sujet qui est tabou. Peut-être ici à Madagascar, même moi au début, je voulais pas en parler parce que j'avais peur d'être jugée, tous mes amis, les personnes dans ma famille, dans la religion et cetera et moi d'un coup, qui va aller parler de vibration, de lune et tout ça, c'est bizarre. Donc une fois que je me suis quand même lancée, j'ai trouvé qu'en fait, il y a beaucoup de personnes quand même qui sont dans ça.
Et comment est-ce qu'on reconnaît que ton enseignement est vraiment authentique ou c'est quelque chose de pas fondé? Pour moi, pour définir quelque chose, si elle est authentique ou pas, fondée ou pas, c'est toi-même qui sais. C'est un truc que, comment dire, que j'aime enseigner, c'est que on vous enseigne, mais utilisez aussi votre tête et votre propre discernement, c'est toujours important. Et même moi, à mes abonnés, aux gens qui me suivent, à mes clients, je dis, j'aime bien dire, prenez uniquement ce qui vous parle. Parce que je pense que notre âme, elle a déjà la sagesse. Elle peut se connecter aussi à la sagesse supérieure. Donc, si quelque chose sonne bizarre pour toi, alors si concrètement tu penses que, comment je trouve ça? Là, en fait, au final, je trouve qu'on a tous nos vérités. Donc, je dirais pas, c'est pas une formule. Si la personne dit ça, c'est faux. Si la personne dit ça, c'est oui. C'est vrai. Mais je pense que chacun son discernement et que toi qui sais que c'est une vérité ou pas, tant que tu sens que tu es OK avec cette vérité-là, que ça te parle, je pense que tu peux le prendre. Parce qu'au final, je trouve que personne ne détient la vérité. On essaie juste d'enseigner et de transmettre ce qu'on considère notre propre vérité, ce qui nous a peut-être marché pour nous, ce qui résonne peut-être pour nous. Et ça peut aussi résonner en d'autres personnes. Si là aujourd'hui on décide moi par exemple, je Mhm, décide d'en mhm, savoir, de vouloir en savoir mhm, plus sur la mhm. spiritualité, c'est quoi mes premières étapes? Moi, personnellement, la spiritualité, c'est de la pratique. Donc, au lieu de partir sur des théories, genre, voici, voilà ça, voilà ci, je dirais qu'il faut pratiquer la pleine conscience. J'enseigne toujours ça parce que c'est ce qui nous permet de nous connecter à la spiritualité. Et même après, peut-être que tu vas trouver ton propre chemin à toi. C'est que je trouve que la spiritualité, chacun a son chemin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions, beaucoup de pratiques. Et chacun fait ce qui résonne en lui. Donc, je trouve qu'une base, c'est déjà d'apprendre à être conscient, vivre en pleine conscience. C'est-à-dire, En pleine conscience, c'est littéralement tout ce que tu fais déjà tous les jours. Tu peux commencer par ça, à être plus conscient de tes gestes. Vraiment, littéralement comme ça, quand tu bois de l'eau, tu es conscient parce que de nos jours, on s'éparpille beaucoup. Téléphone, on mange téléphone, écran, on fonctionne automatiquement. Mais pose-toi la question, comment je peux être plus conscient? Si je mange un repas, ok, je me concentre sur ce repas-là. Si je conduis ma voiture, comment je peux être beaucoup plus conscient? Si je prends une décision, comment je peux être beaucoup plus conscient? Donc déjà, commencer par ça. Et puis, j'aime toujours dire, avoir un temps dans la journée de te connecter à toi-même et d'être en gratitude. Parce que si tu as envie déjà, c'est grâce, c'est pas là par hasard, c'est qu'il y a une force qui te maintient en vie. Donc, le fait d'être en gratitude, ça te permet petit à petit d'avoir une communication avec le grand créateur, avec celui qui t'a créé. et c'est quoi le lien entre Mhm, spiritualité et énergie? Parce que tu parlais mhm, aussi d'énergie, de mhm, chakra, énergie mhm. sexuelle et autres. Et quand je parle d'énergie, c'est vraiment tout ce qui se passe. Que même ça, c'est même physique quantique, même que quand on décompose tout, il y a plusieurs molécules qu'on appelle énergie. Simplement, je dirais que c'est même scientifique, c'est quantique. C'est l'origine de tout. Voilà, si on décompose tout, c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est une énergie. Je suis tombé sur une de tes vidéos où tu Mhm, parlais d'énergie sexuelle mhm. et Ah, d'accord. j'ai envie de comprendre. Mhm, Tu avais dit que ça pouvait totalement chambouler mhm, la trajectoire d'une personne. mhm. Est-ce que tu peux en parler plus? Mhm. Alors, l'énergie sexuelle, c'est notre énergie vitale. L'énergie sexuelle, c'est cette énergie qui nous anime au quotidien, ce désir. Parce que souvent, en tant qu'humain, on va directement associer le désir ou l'énergie sexuelle comme un acte, on va dire que ça devrait toujours finir par un acte physique, un acte sexuel, alors que cette pulsion qu'on ressent au fond de nous, ce désir qu'on ressent au fond de nous, finalement, même si on le voit comme quelque chose de sexuel, c'est notre essence d'être. C'est cette partie de nous qui a envie d'accomplir, qui veut faire quelque chose. Et en fait, on a tous ça au fond de nous, dans chaque personne. Quand on se met avec une personne de façon intime, c'est pas juste le physique qui est ensemble. Il y a nos corps émotionnels, il y a tout en fait qui fusionne. Et je dirais qu'il peut y avoir cet échange-là durant l'acte sexuel, ce qui veut dire que possible, la personne avec qui tu te mets, je voudrais dire mettre une empreinte, laisser une empreinte, que ce soit énergétique ou spirituelle ou mentale et vice-versa. Toi aussi, tu peux transmettre
quelque chose à la personne. Le changement de notre énergie, la formation qu'on a au niveau de notre énergie, l'empreinte qu'on a au niveau de notre énergie, ça peut influencer nos choix, nos décisions. Ça peut, à travers cet échange, que c'est un échange, le rapport sexuel, c'est un échange, pas que physique, mais énergétique. Il y a des choses peut-être que tu n'avais pas, tu vas l'avoir. Ça peut être positif ou négatif. Si c'est pas fait en conscience ou que si les deux ils sont pas conscients, ils vont créer quelque chose quand même qui eux ils voudront pas. Parce que qui dit fusion dit création après. Donc même inconsciemment, ils vont toujours créer quelque chose de nouveau. Ça peut être une énergie, une idée. Et du coup, quand on n'est pas conscient, on va quand même créer quelque chose. Et cette chose-là, cette énergie, peu importe, ça va avoir un impact sur nous. Est-ce que tu as déjà remis en question des enseignements que tu as donnés, mais qu'au final, tu t'es dit, ils étaient faux? Si la personne n'a pas une capacité de bien comprendre, elle peut prendre ça de façon fausse. C'est pas l'information qui est fausse, mais la manière dont la personne va le percevoir. Et je pense que c'est peut-être ma manière à moi de le communiquer qui n'était pas convenable. Par rapport à la grande communauté qui te suit Mm. aujourd'hui, est-ce que tu te sens responsable de leur équilibre mental? Non, moi je trouve que si on suit une personne, c'est que son message résonne en nous, qu'elle nous apporte quelque chose. Moi, j'aime dire que ce que je fais, c'est partager et on est tous grands, on est tous des personnes qui sont responsables donc c'est chaque personne est responsable de son propre équilibre et responsable de ce qu'ils vont faire des informations que je partage. Donc je partage, j'enseigne, mais tu fais ce que tu veux avec. Et comment est-ce que toi, tu mesures l'impact de ce que Théa Coaching a sur tes followers, sur ta communauté? Franchement, non, j'arrive pas à mesurer l'impact. Moi, je le fais parce que ça m'anime vraiment et que je trouve que tout le monde devrait être conscient et éveillé parce que c'est uniquement comme ça qu'on peut avoir une vie alignée. Les gens, ils peuvent consommer beaucoup d'informations, Mhm. mais s'ils ne sont pas conscients, ils ne vont rien changer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des formations qui vont... Il y a même des personnes, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez de suivre finalement, n'achetez plus rien. Parce qu'ils consomment juste, mais quand ils ne sont pas vraiment conscients, ils ne vont rien appliquer. Si tu étais un animal, tu te définirais comment? Je dirais un papillon. Pourquoi? Un papillon, elle est légère, elle va là où ça lui dit d'aller, tout simplement. Le papillon aussi, parce qu'avant d'être un papillon, il y avait cette phase où le papillon est d'abord une chenille et qu'il fallait perdre son ancienne identité pour devenir ce petit papillon-là. Et je pense que moi, toute ma vie, j'ai été comme ça. Je passe tout le temps par cette période de chenille, papillon, chenille, papillon. Et ça représente finalement le cycle de la mort et de la transformation que parfois, il faut laisser une ancienne peau, une ancienne version de nous pour avoir accès à une version de nous qui est meilleure, tout simplement. Et que des fois, il ne faut pas trop s'en prendre la tête, mais que juste aller là où notre cœur nous le dit, tout simplement comme ce papillon-là. Enfin, ça, c'est la question type de Ouch. Mhm. Si tu devais tout reperdre et repartir de zéro, Mhm. comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu Mhm. suivrais encore une fois la voie que tu as Mhm. faite depuis ou Mhm. tu choisirais quelque chose d'autre? Si je perdais tout et que je devais reprendre de zéro, je trouve même que c'est une bonne chose. C'est une opportunité de refaire peut-être ce que j'ai déjà fait, mais en mieux. Parce que cette fois-ci, si j'ai tout perdu, ça veut dire que j'ai déjà eu quelque chose. J'ai des compétences, j'ai le mindset qui m'a permis d'être là et que là, il y a juste une opportunité de repartir. Pour moi, c'est une occasion de se redéfinir, j'aime dire se réinventer. Et finalement, rien ne nous appartient, alors on ne perd rien. C'est juste une opportunité. Je dirais que je me poserai juste, sans me prendre la tête, et comme ce que j'ai toujours fait, prendre un cahier, un stylo, et me poser réellement la question, qu'est-ce que je veux là maintenant? Comment je veux que ma vie, elle soit? Et d'ailleurs, c'est un process que je vais faire à mes clients quand ils vivent une période où ils ont tout perdu. On se pose avec un cahier, un stylo,
et on écrit où tu en es aujourd'hui et où tu veux aller. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Qu'est-ce que tu aimes peut-être? C'est quoi peut-être tes compétences? Comment tu aimerais façonner la vie? Donc, c'est comme si il y a une maison qui a été détruite et que là, c'est une opportunité de refaire brique par brique. Et au lieu de juste faire, j'ai envie de faire comme avant, là, je décide, OK, pour cette fois-ci, je veux que ça soit comme sa couleur, je vais prendre tel matériau. Donc, je ferai exactement comme ça, redéfinir ce que je veux et voir comment je peux le faire à ce moment-là, avec ce que j'ai. Dans Ouch, on te permet Mhm. de poser une question au hôte, ou relatif à ce que nous on fait, ou à moi personnellement également. Est-ce que tu aurais une question pour nous? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Aoucha? Je pense qu'aujourd'hui, à Madagascar, tout est à faire. On a l'avantage d'être un pays, on va dire, c'est pas un avantage, mais un avantage pour les entrepreneurs qui, eux, voient une opportunité dessus, et un désavantage pour ceux qui subissent. Donc l'avantage pour moi, c'est qu'on est dans un pays où tout reste à faire. À Ouch, l'objectif, c'était surtout d'éduquer les gens en partant par des gens inspirants, des experts, des personnes qui vont leur parler de leurs compétences et surtout de leur histoire pour faire en sorte d'inspirer la nouvelle génération. Parce qu'au final, la nouvelle génération, elle va juger, elle ne jurera que par les réseaux sociaux. Si on veut vraiment impacter les gens, moi je pense que l'une des meilleures méthodologies d'impacter ces gens-là, c'est de passer par Ouch, par un podcast éducatif, histoire de changer un peu du format fun et très viral, mais qui en fin de compte n'impacte pas les gens, mais plutôt amène des esprits négatifs dans la population. Donc, avec des amis, on croit à ces valeurs d'éducation et puis on a décidé d'en faire un podcast qui justement donc, a pour ambition d'impacter les gens. Et on a l'ambition vraiment de partager cette éducation-là. Une question qui a été posée par le précédent invité, si tu devais choisir un nouveau parcours par rapport à ta vie, différent de ce que tu as déjà vécu auparavant, pourquoi tu le choisirais? La première, je choisirais un parcours 100% sportif. Vraiment être athlète de haut niveau, aller international. Sinon, la deuxième réponse, je vais m'orienter vers tout ce qui est de l'art, plus précisément tout ce qui touche au cinéma. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que j'ai voulu faire aux États-Unis, mais bon, que je suis pas finalement allée, que ce soit peinture, créer des concepts, pourquoi pas être acteur, actrice, vraiment dans tout ce qui est cinéma, là où je peux là où je peux créer. Avant de finir, on te permet de poser une question pour le prochain invité. Tu ne le connais pas encore, mais c'est le but même de cet exercice-là. Ma question, c'est si tu devais changer de pays, lequel et pourquoi? On est arrivé à la fin. Merci Daniel d'être passé parler de ce que tu fais. On a vu que moi, j'ai compris personnellement que tu étais quelqu'un de très sportif, tu aimes les défis et très éveillé spirituellement également. Donc je te souhaite de réussir dans ton parcours et au vu de ton âge, à 26 ans, je trouve que tu es quelqu'un de très avancé et je pense que tu feras de grandes choses pour la suite. Merci, surtout merci de m'avoir invité à cette interview. C'est une opportunité pour moi de partager aussi ma voix. Et je souhaite à Oucha d'aller très loin, d'impacter plus de monde. Parce qu'encore une fois, je soutiens ce genre de concept à Madagascar. Moi, je pense qu'on ne peut pas impacter seul. On a besoin de beaucoup de quelque chose comme ça et on apporte tous un peu ce qu'on peut et ce qu'on a. Et ça a été un réel plaisir pour moi et je souhaite à ce que tu fais et et tout ce qui va peut-être venir d'aller très loin et d'impacter encore plus. Merci Daniel, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.